Bien. C'est donc Marie-Xavier entre Benjamin qui est désignée C'est même un lifting, je pense, parce que qualité de le secrétaire côté est de relevé. séance. Marie-Xavier, tu veux bien faire la Relever tête? le front. Bien sûr. Bonjour à tous, Madame José Massy, Présent. Monsieur Cavana, Madame Lévy, Monsieur Tanguy, Madame Turbat, Monsieur Jérôme, Madame Pain, Monsieur Cazot, Madame Andréotti, Monsieur Mahali, Madame Jean-Gilles, Excusez, donne pouvoir au docteur Jérôme. Monsieur Desaint-Serma, Madame Mondol, Monsieur Bonnet, Madame Audibert, Monsieur Moreno, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Pelletier. Madame Chambon, Je crois que Monsieur Charouton, c'est sûr que non. Madame Bernard, Monsieur Mascaro, Pas en Corse. Madame Guérardi, C'est jaune. Monsieur Lebert, Ah, aussi. Madame de Palance, Monsieur Je Chenevard, le dis, je sais pas, non. Monsieur Léonie, Pourquoi? Excusez, donne pouvoir à Madame Genetelli. Monsieur Trouillas, Vous devrez arriver. Monsieur Reynaud, Présent. Madame Genetelli, Monsieur Tanguy, Monsieur Gutiérrez, Madame Jouve, Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Mahali. Madame Manzanares, Monsieur Bourgeot, Présent. Madame Visa, Monsieur Pardigon, Excusez, donne pouvoir à Monsieur Bonnet. Madame Fortias, Monsieur Pelletier, Madame Moussaoui, Excusez, donne pouvoir à Madame Chambon. Madame Pascali-Zerny, Madame Reddy, Madame Hayek, Excusez, donne pouvoir à Madame Fortias. Madame Thir, Monsieur Pélissou, Madame Badian, Excusez, donne pouvoir à Madame Mounier. Madame Vera Masson, Présente. moi-même, Monsieur Do, Madame Mounier, Monsieur Pitsef, Présent. Madame Roussel, Présente. Madame Savardi, Monsieur Navaran, Monsieur Leroy, Présent. Madame Brunel, Présente. Monsieur Doubeda, Présent. Monsieur De Palance Présent. et Madame Muscotti. Présente. Très bien. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Adoption du procès verbal de la séance du 26 avril. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, il est donc adopté. Compte rendu des décisions. Avez-vous des observations? Alors moi j'en ai une, puisque personne n'en a. En fait, il y a une erreur matérielle qui s'est glissée page 3 concernant la décision 2024 relative au bail commercial consenti à l'ERL, l'étape de la Fontaine. Petite erreur d'adresse, c'est pas 37 rue de Paul-Andrin, c'est 37 rue de la Glacière. Ah, mais ça nous avait échappé, mais enfin bon. Merci de cette précision. Et on commence donc avec la délibération 0001, qui est la signature d'une convention cadre de partenariat entre la ville de Toulon et le CCAS. La création de cette convention a pour objectif de renforcer les liens intergénérationnels avec les tout-petits, les jeunes et les seniors, entre la ville et le CCAS. Monsieur Dehugueda. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Vous avez choisi de commencer le conseil sur le sujet des liens intergénérationnels. Pour Toulon en commun, c'est un sujet très important et même un enjeu de civilisation. La ville de Toulon avait du retard dans ce domaine comme dans d'autres. Nous apprécions donc favorablement ce début de politique de création de liens sociaux entre générations. Cela dit, la délibération manque notablement de précision et nous aimerions encore une fois être partie prenante de la réflexion et que la plus large consultation soit menée à bien. Ce n'est pas anodin cependant à nos yeux, Madame le maire, que ce soit la première délibération du jour et nous voulons y voir un rappel au devoir de mémoire. Car c'est en effet une vertu essentielle de relation entre la jeunesse et les plus âgés, la transmission des leçons de l'histoire. Ne dit-on pas, comme Churchill, qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre? Pour notre part, nous ne voulons pas revivre le passé de corruption de Toulon, ni les condamnations d'élus, les retards de développement, ni les reculs démocratiques et sociaux de la période de Chevalier. Et au niveau national et international, nous ne voulons pas revivre le passé douloureux d'une France avilie par la haine. C'est la proximité du 80e anniversaire du débarquement et la commémoration de la journée de la résistance à Toulon qui nous font réagir à ce sujet. L'Assemblée nationale a instauré le 27 mai comme journée nationale de la résistance. Cette journée est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la résistance et celles portées par le programme du Conseil national de la résistance. Ces valeurs sont chères, je veux le croire, à tous les républicains. Au-delà de nos divergences, l'égalité, la liberté, la fraternité nous rassemblent.
Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, le président de la République a salué l'idéal communiste lors de la panthéonisation des Manouchians. C'est cet idéal et celui des autres républicains, dans leur diversité, leur pluralité, qui a permis, dans l'unité, la création du Conseil national de la résistance et de son programme, et ont donc contribué à la libération de la France. Le lien intergénérationnel devrait mettre en évidence ces grands principes auxquels tous les républicains sont attachés et contribuer à nous préserver des menaces d'un retour des idéologies de haine qui pourtant sont réelles partout. Il est plus que temps de s'y opposer et la municipalité peut y contribuer. La culture est bien entendu un vecteur de connaissance, de mémoire, donc un rempart contre la haine. C'est bien pour cela qu'elle est dénigrée par les tenants de la détestation de l'autre. Des lieux de culture, des places, des rues peuvent encore prendre les noms des justes et des résistants. C'est aussi une façon de transmettre du lien entre les générations. C'est pourquoi nous proposons que la ville contribue à ce combat en donnant le nom d'Aragon à la future médiathèque Marnata, dont nous parlerons tout à l'heure. Cet immense poète résistant et communiste est né à Toulon, y a vécu par moments et a participé à la vie culturelle de notre ville pendant des années. Aucun lieu ne porte actuellement son nom dans notre ville pourtant. Et ce serait une contribution symbolique et concrète au combat républicain. Je vous remercie. Merci Monsieur Delubéda. Vous savez, je n'ai pas attendu d'être à la mairie de Toulon pour travailler sur la mémoire. En 2003, en effet, j'ai œuvré pour la création de la MAMI, qui était un lieu intergénérationnel. De plus, depuis 2003, j'ai eu à cœur sur la transmission, et je vous renvoie à certains livres qui ont été faits par les allocataires du RMI sur le mémoire de l'Escalion, mémoire du cours Lafayette, mémoire d'école. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et même mémoire du RCT, puisque c'est l'ADN de la ville de Tours. Le but de cette délibération était en effet à la fois de transmettre, mais à la fois de réduire l'isolement des personnes âgées. Pour ce qui est de la dénomination de Marnata, on va dans un premier temps essayer, et on va le faire rapidement, de déterminer qui va avoir le projet de Marnata. Pour ce qui est du nom, on reviendra, on n'en est pas encore là. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue toujours avec des sujets qui me tiennent à cœur, avec la délibération 101, qui est la signature des contrats d'apprentissage pour l'accueil d'apprentis au sein des services de la ville. Alors, le contrat d'apprentissage, en effet, vous savez, c'est un contrat de droit privé qui est ouvert de 16 ans à 29 ans. Et là, la ville souhaite recourir au contrat d'apprentissage pour la prochaine rentrée scolaire, comme elle l'avait fait déjà sur les années précédentes. Et là, on souhaite recruter jusqu'à 41 apprentis dans différents domaines. Monsieur Navarre. Oui, merci Madame le maire, et bien évidemment, nous y serons favorables. Pour rappel, cet acte que pose la ville, c'est une aide à l'insertion de ces jeunes dans le monde professionnel. Et c'est vrai qu'on a longtemps laissé passer l'impression que l'apprentissage était une voie de garage, c'était ceux qui étaient en échec scolaire, qu'on envoyait un peu de force en apprentissage. C'est bien de redonner ces lettres de noblesse, un combat à la région qui a été mené communément, même si on n'a pas toujours été d'accord sur les chiffres, Monsieur Schoenbar, mais c'est vrai que cette remise et cette permanence que propose la ville de Toulon dans l'accueil d'apprentis est une excellente chose pour y redonner toutes ces lettres de noblesse. On sait, quand on a des problèmes d'emploi, c'est bien souvent d'ailleurs qu'on n'a pas forcément fait des études liées à ce que l'on souhaite faire, ce qui n'est pas le cas pour les apprentis qui généralement ont une très belle carrière professionnelle derrière cette période d'apprentissage. Donc nous soutenons très favorablement cette délibération. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 102, c'est une demande de remise gracieuse de 3 agents. En effet, il y a une partie salariale de la CNRACL qui n'a pas été prélevée sur ces agents, qui ont perçu donc 200 € de plus. Ces agents avaient demandé à surcotiser durant leur temps partiel afin de ne pas avoir leur retraite impactée. Donc, au regard des dysfonctionnements du logiciel, la situation des agents, il est proposé une remise gracieuse à 3 agents qui sont plutôt de catégorie C. Donc je vous demande la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.
La 103, c'est la fixation d'une enveloppe de vacation relative à l'organisation du temps d'analyse des pratiques professionnelles dans les structures petite enfance. En effet, la ville souhaite mettre en place un temps d'analyse des pratiques professionnelles au sein des différents établissements d'accueil de jeunes enfants. Et donc, au regard des contraintes et des difficultés de recrutement, la ville souhaiterait s'attacher le concours d'un ou plusieurs vacataires professionnels de la petite enfance. La direction petite enfance a identifié un besoin de 45 séances de 2 heures et le taux horaire de la vacation est fixé à 70 € brut de l'heure, 340 € brut la séance de 2 heures. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La délibération 104. Alors, c'est des délibérations habituelles. Vous savez, quand on ne peut pas avoir recours à quelqu'un en interne, on a recours à un agent contractuel. Et là, c'est les 4 prochaines délibérations qui vont vous être présentées. Alors, la première, elle concerne un attaché contractuel du service achat et ingénierie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La deuxième, c'est le recrutement d'un juriste sur la commande publique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La troisième, c'est un attaché contractuel juriste en fort marché public, mais cette fois au service procédure et passation des contrats de direction de la commande publique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et la quatrième, c'est enfin 5 agents contractuels de la petite enfance, vu la difficulté de recruter dans ces services, et la ville tient absolument à avoir des personnes qualifiées. Qui est pour? Qui est contre? S'il vous plaît. Ah, prise de parole, excusez-moi. Madame Venel. Merci. Alors justement, nous souhaitions revenir sur ces process de remplacement sur emploi permanent et notamment sur la question de la contractualisation sur les 4 délibérations qui viennent d'être présentées. Il nous apparaît que dans la formulation qui est proposée dans ces 3 délibérations, c'est un peu différent pour la 4e, nous évoluons par rapport aux formulations habituelles que nous connaissions. Tandis qu'il nous a été à plusieurs reprises exposé le fait que le recours à un contractuel n'était proposé uniquement dans le cas où un recrutement de titulaire n'était pas possible, nous relevons là que le recrutement porte d'emblée sur un personnel vacataire. Donc nous nous inquiétons de ce glissement sémantique qui nous donne à penser à une précarisation de nos personnels municipaux, alors que dans le même temps, nous n'avons jamais eu autant besoin de services publics de proximité et de personnel pouvant travailler dans des conditions de sécurité et de professionnalisation. Donc, qu'en est-il de cette évolution terminologique? Nous avons juste besoin d'éclaircissement sur ce point. Le second point traite de l'activité spécifique des crèches et donc de la délibération dont nous nous occupons à présent. Les crèches, premier service auquel on recourt les familles dans le parcours éducatif de l'enfant. Nous nous félicitons d'un recrutement de 5 auxiliaires de puériculture, car ce sont des acteurs essentiels de la première socialisation. Nous soulignons à ce titre le caractère fort discutable du tout récent rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, ça date d'avant-hier, 29 mai dernier, réalisé par Madame Tanzili, députée Renaissance. Celle-ci considère en effet que la dégradation des conditions d'accueil et de sécurité et d'accompagnement éducatif des crèches n'est pas le fait de l'ouverture au secteur public, mais résulte du modèle économique global des crèches. Alors évidemment, toute une partie des acteurs sociaux, politiques et associatifs est vent debout contre ce rapport et souligne bien plutôt qu'il existe un lien entre recherche de rentabilité et défaillance de la qualité d'accueil. En effet, les fermetures administratives qui concernent les crèches concernent à 93% les gestionnaires privés, alors que ces derniers ne représentent que 25% des berceaux. Il y a bien lieu, selon nous, de réorienter l'investissement public vers l'accueil de jeunes enfants dans des structures publiques et lutter ainsi contre la marchandisation du secteur, tout comme d'ailleurs il est essentiel de le faire dans l'accompagnement de nos aînés. Sur ce plan, nous aimerions que la politique municipale soit éclaircie.
Merci Mme Renel, et alors là, je vais être d'accord avec vous. D'autant plus d'accord que depuis que je suis en charge de la petite enfance en 2014, il n'y a pas de crèche business, comme je les appelle, sur la ville de Toulon, et j'ai toujours refusé de leur donner la validation. Voilà. Par contre, je peux vous rassurer, sur les crèches municipales, et il y en a qui utilisent les crèches municipales parmi vous, tout le personnel est qualifié. En effet, on pourrait prendre des gens qui ne sont pas qualifiés, d'après le rapport. Ce n'est pas le cas à la ville de Toulon, tout le monde est qualifié, c'est pour ça que je vous présente la délibération sur les auxiliaires péricultrices. Sur la formulation qui a évolué. Alors c'est des contractuels, on attend qu'ils réussissent le concours. Vous savez que pour être titulaire, il faut réussir le concours. Donc je vous rassure, ce n'est pas des vacataires, c'est des personnes que l'on va former en plus pour passer le concours de la fonction publique. Sur l'ensemble des délibérations. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors justement, c'est la modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil jeunes enfants gérés par la ville de Toulon à la demande de la CAF. Il nous est demandé de préciser le nombre de périodes de familiarisation et d'adaptation. À la demande de la PIMI, d'ajouter des mises en œuvre en surnombre. Alors je vous rassure, on ne va pas surbooker les crèches, mais pour avoir une certaine habitude, il y a toujours, vous savez que les enfants de 0 à 3 ans, c'est là qu'ils attrapent tous les petits microbes qui peuvent passer avec la vie en collectivité. Et depuis 10 ans, on a fait les statistiques, il manque toujours 10% d'enfants. Je vous invite à aller voir la crèche, il y en a toujours un, il y a le rhume qui a suivi. Donc voilà, 10%. Et je vous rassure, le personnel a été adapté au nombre de surcoûts. Et enfin, à l'initiative de la ville, c'est vrai qu'on met en place le nouveau portail famille pour faciliter les démarches administratives. Et on a supprimé quelque chose qui était la suppression de la mensualisation qui vissait sur toute l'année. Et là, désormais, la facture est calculée mensuellement en fonction du contrat et des assurances puisque dans le fait, les enfants peuvent être malades, partir en vacances. Qui est pour? Monsieur Navarane. Oui, pardonnez-moi Madame le maire, nous serons favorables à toutes ces modifications. Juste un petit point clin d'œil sur le portail famille, qui est une excellente chose, et que nous avions appelé de nos voeux dans un petit opuscule qui s'appelait nos 80 mesures, un document électoral de 2020. C'était le point 83 de notre programme. Je rappelle que depuis 2020, il y a notre point 75 sur la fourrière municipale qui a été réalisé. Le point 9, le rappel à l'ordre, le fait de convoquer de jeunes délinquants dans le bureau du maire ou d'un adjoint, la brigade de l'environnement, point numéro 3 de notre programme. Le 23, le marché nocturne l'été. Alors il y en avait 80, j'en ai compté 6 ou 7 qui ont été réalisés. Si vous le souhaitez, d'ici 2026, si jamais il n'y a pas d'élection anticipée, vous savez que je les appelle de mes voeux. Mais d'ici 2026, il reste quelques points de programme que nous avions proposés. Et vous inquiétez pas, on aura aussi d'excellentes idées pour les appliquer en 2026. Mais voilà, nous sommes favorables et nous nous félicitons de ce portail famille qui est une excellente chose pour simplifier toutes les démarches, notamment pour les parents. Parce que les enfants, eux, c'était assez transparent pour eux. Mais pour les parents, c'était parfois compliqué. Et donc c'est une excellente initiative à laquelle nous nous associons. Je vous remercie. Vous l'avez dit, on l'a fait. Vous ne pouvez pas la mettre dans le prochain. What else? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va passer à l'éducation et l'attribution de subventions aux coopératives des écoles pour financer une classe transplantée de 2 écoles qui assistent à une épreuve sportive à Paris dans le cadre des Jeux paralympiques pour le montant de 7 170 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? J'en remercie. La délibération 302. C'est la rémunération des auteurs illustrateurs qui ont participé à la manifestation Toulon. En fait, c'est une modification de la délibération du 26 janvier 2024. Entre-temps, il y a eu une nouvelle charte des auteurs et la tarification a changé. Donc elle est passée de 475,32 pour 4 interventions à 666,08 pour 4 interventions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et enfin, pas pour ma partie, excusez-moi, non, même pas.
La 303, c'est la demande de financement auprès du service départemental de jeunesse, à l'engagement et au sport et de génération vélo pour des actions réalisées dans le cadre du programme Savoir Rouler et l'attribution d'une subvention à l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique du Var et la signature d'une convention. Le bloc 3 du Savoir Rouler consiste à apprendre aux enfants à se déplacer sur la voie publique en situation réelle. Donc il y a 64 classes de CM2 qui ont réalisé cet atelier. Donc la subvention pour l'UFOLEP s'élève à 19 000 € pour 38 jours d'intervention, 2 jours par classe. Un cofinancement est demandé par la ville auprès de Génération Vélo à hauteur de 50% de la dépense. Et la ville va également solliciter le soutien financier du service départemental de la jeunesse au titre du savoir rouler à vélo au taux le plus élevé. Et l'UFOLEP ayant déjà été subventionné, la somme de subvention dépassant 23 000 €, il convient donc de signer une convention. Monsieur Leroy. Merci Madame le maire, chers collègues. Le savoir rouler à vélo, on va dire SRAV pour aller plus vite, est un programme national d'apprentissage du vélo destiné aux enfants de 6 à 11 ans, vous l'avez rappelé. Il a été découpé en 3 blocs, savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo. Ça a été un axe majeur du premier plan vélo 2018-2022. Après 4 années de mise en œuvre et plus de 250 000 enfants formés en France, un deuxième plan vélo est déployé avec l'objectif de former l'ensemble d'une classe au SRAV avec 850 000 enfants par an à partir de 2027 et 350 000 dès 2024. Et à Toulon, bien sûr, nous ne pouvons que nous satisfaire de la demande de financement auprès de la SDEJS et d'avoir trouvé l'UFOLEP pour pallier nos manques. Mais comme souvent, dans les moyens de transport autres que la voiture, Toulon a un train de retard, si vous me permettez l'expression. Un tramway de retard. Tous les élèves ne pourront pas être formés. Quelles en sont les raisons? Le nombre d'éducateurs formés est insuffisant. Il faut donc former tous les éducateurs municipaux sur le SRAV pour leur permettre de se concentrer sur ces formations nécessitant une qualification. Cela fait partie des priorités demandées par le ministère. Cette demande a été faite par de nombreux directeurs et enseignants qui nous en ont fait part. Pour les blocs 1 et 2, 2 pôles ont été créés dans les écoles Rivière-Neuve et Nardy, mais cela est un peu insuffisant au regard du nombre d'élèves à former. Le bloc 3, normalement, il est prévu d'être réalisé en conditions réelles. Mais le réseau actuel de bandes cyclables discontinues, extrêmement dangereux, ne permet pas d'envisager de le faire rouler en autonomie et en sécurité sur la voie publique des enfants de 10-11 ans. Du coup, un pôle bloc 3 a été aménagé au Palais des Sports. Mais pour une ville comme Toulon, un seul bloc 3 est aussi largement insuffisant. Toulon en commun, depuis 2020, demande un plan vélo pour Toulon et sa métropole comprenant 3 axes prioritaires. La mise en place de pistes cyclables sécurisées et séparées des voies pour automobiles, par exemple par des bandes végétalisées. Nice y arrive, pourquoi pas Toulon? Peut-être qu'à Toulon, il y a un refus de retirer des voies pour automobiles. Alors, j'ai écrit ça avant-hier et hier soir, j'ai vu que sur la rivière couverte, il y a une voie qui a été enlevée pour les automobiles. On a mis un beau parterre central. J'attends de voir. J'espère qu'il y aura une bande cyclable qui sera prévue à ce niveau-là, une piste cyclable. Deuxièmement, une continuité sur le réseau cyclable pour relier les morceaux discontinus. L'exemple de la dangereuse bande réalisée en urgence suite à notre interpellation sur l'avenue de la République est un symbole du peu de considération pour la sécurité des cyclistes de votre prédécesseur. Et après, la création de parkings à vélo et la mise en place de vélos électriques en libre service, type Vélib. Si Four y arrive, pourquoi pas Toulon, lorsque nous aurons de bonnes pistes cyclables. Il ne suffit pas de proposer une subvention à une association, il est temps de réfléchir à la mise en place d'un plan vélo ambitieux, répondant aux besoins des usagers et à la problématique de la sécurité. Le déploiement du plan vélo dans une ville comme Toulon nécessite une réflexion à grande échelle, avec une consultation des habitants et des acteurs locaux, des associations, les usagers, et un investissement dans les infrastructures pour permettre aux Toulonnais, écoliers, adolescents et adultes de pouvoir circuler à vélo en sécurité. Comme d'habitude, Toulon en commun est prêt à prendre toute sa part constructive dans cette réflexion. Madame le maire, êtes-vous prête? Alors écoutez, Monsieur Leroy, nous sommes en prêts, mais on a déjà commencé. Puisque la concertation avec les 3 associations qui sont sur les pistes cyclables de la ville de Toulon a déjà commencé, je dois le revoir, puis le revoir. La consultation sera élargie après, bien sûr. Je vous rappelle quand même qu'entre 2001 et 2024, on a fait 70 km de pistes cyclables. Alors c'est pas assez, peut-être. Peut-être il faut en effet le boucle. Bon, ça se fait pas tout en un jour. Voilà. En effet, on a un plan vélo, ça c'est sûr. Au moment, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas assez de classes, on a quand même fait 64 sur
83. Donc, quand même, c'est pas mal. Pour ce qui est du savoir rouler, je vais laisser la parole à M. Bonnet, qui va vous en dire un petit peu plus. Oui, merci Madame le maire. Concernant le savoir rouler, mercredi 29, ce mercredi, alors je pense que c'est un peu frais, vous n'avez peut-être pas eu l'information, l'Éducation nationale a choisi Toulon, au vu de ses engagements dans le savoir rouler, à travers ses réalisations du fameux bloc 3, notamment au Palais des Sports, plus la réalisation du carnet de savoir rouler, pour faire la réunion de retour d'expérience annuelle de toutes les régions à Toulon. Alors, je ne vais pas m'étaler, Madame le maire a suffisamment parlé de tout le reste des plans vélo. Moi, je vous dirais juste que si l'Éducation nationale et le ministère choisissent Toulon pour mettre en avant comme zone pilote toutes les autres régions de France son plan du savoir rouler, ça ne doit pas être trop mauvais. Je pense. C'est mercredi matin, 29, vous pouvez vous rapprocher du service de la DGES et de l'Éducation nationale. Ça a eu lieu au Palais des Sports et nous y étions avec mon collègue ici présent. Voilà, merci Madame le maire. Madame Muscotti. Merci Madame le maire. J'épargnerai mes grands discours parce que j'embête assez mes collègues en conseil métropolitain sur la question du vélo. Mais deux choses. Donc, évidemment, nous voterons favorablement à cette délibération parce que sensibiliser, former nos enfants est fondamental et c'est très bien. En revanche, on est chacun dans nos rôles respectifs. Une opposition qui est plutôt constructive et qui est agréable à entendre en disant voilà, c'est bien, il y a des choses qui sont faites. On n'est pas en train de dire que Toulon ne fait rien en matière de développement de transport doux. Mais en revanche, il faut quand même reconnaître une réalité des choses. Moi, je ne comptais pas prendre la parole quand on ose dire oui, on fait des progrès, mais on a encore du chemin à faire. Et là, le discours qui est tenu n'est pas celui-là. Évidemment, je circule en vélo et je vous assure que toutes ces bandes, une majorité de bandes cyclables qui sont faites à côté des voitures stationnées, sont extrêmement dangereuses. Je me tue à le répéter. Je ne transporte que très peu mon fils parce que j'ai peur. Je ne suis pas la seule, on reçoit de nombreuses sollicitations sur le sujet. Donc, ce n'est pas la question du nombre de kilomètres, c'est la question de la sécurisation des parcours. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, et j'imagine que dans les services, et que vous devez porter cette réflexion-là, nous avons de plus en plus de trottinettes électriques qui parcourent la ville. Et je pense que d'un point de vue national aussi, et je me tourne vers monsieur le député, il va falloir qu'on réfléchisse encore plus loin à organiser, à sécuriser, à contrôler cette circulation qui parfois, souvent, est dangereuse. Merci beaucoup. Je conçois que la marge de progression est encore importante. Yannick, le bienvenu. Oui, merci. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, simplement, qu'il y ait encore des progrès à faire, heureusement. À quoi servirions-nous s'il n'y avait pas de projet pour demain? Globalement, oui, bien sûr qu'il y a des projets à faire. Et en même temps, je voudrais juste qu'on se rafraîchisse collectivement la mémoire, et notamment quand notre collègue Leroy dit que on n'est pas en sécurité sur les réseaux cyclables, etc. C'est vrai que sur un certain nombre de tronçons complexes dans une ville, et notamment sa partie ancienne, mais dans une ville qui n'a pas été construite autour du vélo. Comme toutes les villes. Il y a évidemment des difficultés dans une ville qui est coincée entre la mer et la montagne. Mais c'est vrai aussi que sur les connexions est-ouest, les progrès sont colossaux. Vous oubliez de citer la piste cyclable en toute sécurité qui permet d'aller de Toulon à Hyères sans aucun moment se retrouver au milieu de la circulation. Vous oubliez la piste cyclable qui a été créée entre la Seine-sur-Mer et le centre-ville de Toulon. Je voudrais juste rappeler aussi à quel prix. Parce qu'on a quasiment tous oublié le fameux espace boisé classé devant le Palais des Sports, dans les fortifications, qui n'était en réalité qu'un amas de déchets au moment de la construction de l'autoroute A50, et que nous avons complètement vidé et aménagé, mais ça a coûté 5 millions d'euros à la collectivité. Mais aujourd'hui, quand on emprunte cette piste cyclable, on a l'impression qu'elle a toujours existé. En réalité, sur 300 km de voirie dans Toulon, il y a déjà 70 km de pistes et bandes cyclables. Et sur la métropole toulonnaise, et j'insiste sur le fait qu'il y a encore des progrès à faire, et sur la métropole toulonnaise, on est à 330 km. On peut aussi comparer avec Nice. Qui est pour Pardon, je voudrais, si vous permettez, chers collègues, juste vous dire aussi qu'il y a une offre de
vélos électriques en libre-service à Toulon. Et une offre aussi de stationnement pour les résidents, de stationnement sécurisé pour les vélos. C'est une offre qu'on a voulu adapter dans les parkings. Donc il y a 4 parkings dans Toulon qui offrent des vélos en libre service. Ce système a un coût, un entretien. Aujourd'hui, des vélos en libre service, ça coûte cher, ça coûte à entretenir. Et donc on a souhaité que ce soit les recettes des parkings automobiles qui financent ce système. Et donc tous les mois, on a plusieurs dizaines de locations de ces vélos électriques. La communication, là aussi, certes, n'est peut-être pas optimum, et on a demandé aux délégataires d'être meilleurs, de travailler aussi avec des associations de cyclistes, mais à Mayol, à Pérez, à la gare et aux places d'armes, vous avez des vélos en libre service. Et dans ces parkings-là aussi, vous avez des systèmes de parking sécurisés pour les vélos à 10 € par mois, qui connaissent de plus en plus de succès, au profit notamment des résidents. Donc il y a bien une offre aussi libre-service et parking sécurisé. Merci. Oui, je vous remercie. Et puisque ce débat autour notamment du vélo s'ouvre, juste permettez-nous quelques observations sur la... Je ne sais pas si j'ai bien compris, peut-être la générosité ou sur l'effort fait par les délégataires de parking. Je pense qu'ils gagnent très suffisamment bien leur vie, avec des coûts, si on se compare, ok, mais moi je regarde quand même pour les utilisateurs, les délégataires titulaire, le délégataire titulaire du parking, c'est quand même bien la moindre des choses. Effectivement, il y a peu de locations, on peut se poser la question, mais ben, voilà, si on peut saluer leur geste, il n'est pas un geste gratuit, même si ça correspond pour eux à un coût, leurs marges sont très largement bénéficiaires. Et on pourrait parler d'ailleurs du service qu'ils associent à ça, ou de la manière dont on est traité dans ces parkings, compte tenu des places, de la place qui nous est laissée pour stationner. Deuxièmement, tout de même, étant aussi cycliste, et peut-être osant plus mettre des enfants à l'arrière du vélo, c'est vrai aussi parfois qu'il y a de la part des cyclistes et du cycliste un sentiment, si ce n'est d'impunité, mais de droit absolu. Or, le partage, il se fait avec l'automobiliste, qui a aussi des droits, le cycliste et le piéton. Je rappelle cela parce que s'il y a un débat qui nous a animés, tout proche, c'est la bande cyclable avenue de la République. En son temps, Hubert Falco y était hostile, enfin était hostile à une piste cyclable avenue de la République. Et puis, suite à une pression des associations, d'un certain nombre d'usagers du vélo, cette bande a été réalisée. Je dois avouer que, pour une fois, j'étais assez d'accord avec lui. Pour un cycliste qui veut aller de Mayol à la porte principale de l'Arsenal, il y a une route, pas très utilisée par les automobiles, que les vélos peuvent utiliser en toute sécurité, qui consiste à prendre la rue parallèle derrière la mairie et qui va jusqu'à la place Moncener. C'était une solution. On a insisté pour faire cette bande qui, effectivement, ne permettait pas de réduire le nombre de bandes automobiles. On voit très bien les encombrements dus au port, les bateaux, c'est un autre sujet, mais on ne pouvait pas réduire aujourd'hui le nombre de voies, et effectivement, cette bande est très dangereuse, et pour le coup, en fait inutile. Les vélos peuvent parfaitement utiliser la contre-allée derrière la mairie, qui n'est pas une route très utilisée. Donc, ce simple rappel quand même si nous sommes très favorables au développement du vélo, attention quand même à ne pas non plus toujours faire passer l'automobiliste pour le coupable de tout, et ceux qui souhaitent maintenir pour les automobilistes, du fait de carence d'ailleurs, on pourrait parler de tramway, mais dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, attention à ne pas totalement criminaliser les automobilistes et à laisser aussi la liberté de circuler en voiture à Toulon, qui est aujourd'hui encore une nécessité. Je vous remercie. C'est comme d'habitude une question de civisme, que ce soit des automobilistes, des cyclistes ou même des piétons. Parce qu'en effet, pour être dans la mairie, je vois qu'au feu rouge, les cyclistes ne s'arrêtent pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 304, c'est l'attribution d'un prix de 700 €, de libération habituelle en major de la promotion, l'inflation électorale est passée de 500 à 700 €. Qui est pour? Belle inflation. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Keller, à vous. Merci Madame le maire. Faire délibération pour l'attribution en non-valeur des créances irrecouvrable et ainsi que des créances établies.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous prenons acte de l'état des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux pour l'année 2023. Monsieur Navarra. Oui, nous prendrons acte sans problème. Simplement, une observation sur le tennis club de Loustalé. C'est un échange qu'on a déjà eu. Pourquoi la DSP? Historiquement, pour la pratique du tennis dans le milieu scolaire, ce qui n'est plus du tout le cas, et donc un appel à la vigilance, on subventionne au titre de la DSP, à raison de 100 000 € par an, cette structure, qui a un nombre de licenciés important. On pourrait estimer que cette subvention soit finalement une subvention sportive et non plus une aussi forte dotation dans le cadre de la DSP. Donc voilà, observation quand même. Je trouve que ça, le chèque global de 500 000 € pour cette structure, alors qu'elle ne propose plus la pratique du sport pour les scolaires, est une situation un peu paradoxale sur laquelle sûrement il va falloir à l'avenir, à l'extinction de cette DSP, être plus vigilant ou tout simplement ne plus faire de DSP. Je vous remercie. Monsieur Leroy, vous voulez parler? Oui, moi j'avais un peu des questions justement, parce que là finalement on vote sur quelque chose de très flou, puisqu'on ne sait pas si on va maintenir la DSP ou si on va passer en AOT. Donc on vote pour la liberté de... Non, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas le sujet, le choix de la gestion de notre travail. Mais pourquoi l'introduire alors dans la délibération? Là, on prend acte des travaux de la commission. Mais alors, c'est pas la peine de l'ajouter. On ne se prononce pas sur le futur mode de gestion de ce club de tennis. D'accord. Parce que la chose à bien maintenir, c'est qu'on a un club de tennis qui fonctionne bien, avec beaucoup d'adhérents, qui payent un prix très raisonnable par rapport à d'autres endroits. On pourrait se poser la question pourquoi c'est pas géré par la métropole, vu qu'il n'y a qu'un tiers des joueurs qui sont des Toulonnais, mais c'est quand même un club qui marche bien, qui a fait beaucoup d'investissements. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être des déficits aussi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les paddles, et avec un prix raisonnable. J'espère que le prix sera maintenu pour que les Toulonnais puissent continuer à travailler, à jouer à ce beau sport à des prix raisonnables. Alors, on va prendre... Tu me réponds? On attend la réunion de aller après. Donc, il va falloir voter pour prendre acte. On a regardé, monsieur Navarra, le fait de prendre acte. Il faut quand même voter, c'est un article où il faut voter pour dire qu'on a pris acte. Alors, qui a pris acte? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, Robert. Nous demandons un soutien financier au Conseil régional pour l'opération Médiathèque Marnata. Madame Brunet. Merci. Alors, nous intervenons dans le cadre de cette délibération, tout d'abord en soutenant, bien sûr, cette démarche de demande de soutien financier dans le cadre du dispositif Nos territoires d'abord. Le projet dont nous parlons nous paraît absolument crucial pour le quartier Saint-Jean-du-Var et il est absolument nécessaire pour les habitants qui se sentent mis à l'écart des lieux de culture de centre-ville. C'est souvent des familles avec de jeunes enfants ou des personnes âgées qui, y compris par le biais des transports en commun, ne se déplacent pas de fait jusqu'au centre-ville. Et il appelle pour nous, ce projet, deux remarques. D'une part, sur la bibliothèque Marnata. Nous tenons à revenir sur une interpellation que nous avions déjà formulée pour la première fois le 17 décembre 2020. Nous y soutenions l'absence de volonté de créer un projet collectif et participatif. Nous nous adressions à M. Falco en lui disant que c'était là l'occasion de s'appuyer sur une consultation la plus large des différents groupes du Conseil et surtout des habitants pour contribuer à la réflexion et enrichir le projet. Nous le redisons, que les grands projets soient menés avec les habitants à partir de leurs besoins et de leurs souhaits, sans attendre des délais et obligations légales. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que souhaitent les habitants de notre ville. Et donc, à ce stade, comment comptez-vous impliquer les habitants dans la co-conception de cet espace et dans la place qu'il peut prendre pour eux dans leur vie concrète et dans leur représentation de leur quartier? La deuxième remarque que nous formulons concerne l'aménagement du jardin.
Le quartier Saint-Jean-du-Var est un quartier sururbanisé et même asphyxié, et c'est l'avis même de ses habitants. Et nous reconnaissons donc absolument avec vous la nécessité d'y intégrer des espaces apaisés, de verdure et de nature. Et justement, nous en avons un, celui du parc Raoux, sur lequel nous sommes déjà intervenus et à propos duquel nous réaffirmons à la fois notre attachement à la préservation de lieux médicaux de proximité pour les habitants, d'établissements scolaires de qualité pour les enfants et leurs familles, mais aussi la sauvegarde d'espaces de nature boisés, complètement naturels et comportant une source qu'un aménagement de jardin ne saurait remplacer. Plusieurs centaines des habitants du quartier, et non seulement quelques riverains, s'alertent de la mise en péril de cet espace de nature, par ailleurs valorisé par la ville. Tout récemment, par exemple, des arbres du parc ont été marqués, et évidemment, nous avons besoin d'explications sur ces marquages. Quelques questions des habitants dont nous nous faisons le relais. L'extension éventuellement prévue de la clinique Saint-Jean porte-t-elle sur des installations liées à l'activité de l'hôpital ou est-ce un nouveau centre de rééducation ou de kinésithérapie qui est envisagé ici? La rénovation indispensable de l'école Pailleron ne serait-elle pas moins coûteuse si elle était envisagée sur l'existant, ce qui permettrait aussi que les enfants continuent à bénéficier d'un espace de nature préservé, dont ils profitent sur d'autres temps que les temps scolaires, et plus largement tout au long de leur vie. Enfin, entre le jardin et le parc, l'occasion nous serait donnée de penser une continuité de nature dans le quartier, ce qui nous semble vraiment précieux. Vous soulignez votre attachement à la préservation de l'intérêt général, et là, il nous semble que c'est l'intérêt des habitants. Ne peut-on donc pas souhaiter pour eux, qui souffrent de nuisances sonores et de pollution, d'un habitat souvent dégradé et sans extérieur, à la fois des lieux culturels, des espaces aménagés de détente tels que peut l'apporter un jardin, mais aussi d'espaces de sous-bois naturels et vieux de dizaines d'années, composant une faune et une flore qui est un véritable écosystème naturel. Merci. Alors, Madame Bonnel, d'abord vous avez oublié un espace qui est le Pressandin. Oui. C'est un immense jardin qui a été rénové, qui va être inauguré en septembre. Je pense qu'il est en plein Saint-Jean-du-Var, celui-là aussi. Je vais laisser après sur la concertation M. Cavana répondre. Par contre, pour le marquage des arbres, je vous signale que les arbres aussi avaient été marqués sur l'A57. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être abattus. Ces arbres-là, ils sont déterrés, gardés en pépinière et replantés après. Donc, après, vous faites l'écho des habitants du quartier. C'est les mêmes qui nous ont écrit qu'il y avait un point de deal dans ce jardin et qu'il fallait intervenir sur ce point de deal. Alors on fait quoi? On laisse le point de deal? C'est une autre question. C'est une autre question. Oui, mais voilà. Et quant au Pailleron, en effet, vous dites que ça serait peut-être bien de rénover celui actuel. Et vous oubliez que pour rénover, il faut délocaliser l'école. On ne peut pas garder les enfants en même temps et rénover. Donc, rassurez-vous, c'est quand même quelque chose qu'on a recherché. Pour qu'ils ne soient pas trop loin non plus. Voilà. Donc, faire une école provisoire, où, à quel endroit? Et vous me dites pareil pour la maternelle, je vous rappelle qu'elles sont en insécurité, elles sont juste en dessous des tours Sainte-Catherine, et on a dû les mettre, les pauvres, en cage avec un filet. Donc, je pense que la sécurité des enfants est aussi primordiale. Ça peut se régler aussi. Oui, s'agissant de Marnatin, nous avons, il y a plusieurs mois, désigné les 3 candidats qui devaient nous remettre leur projet afin que nous choisissions le lauréat. Ces candidats ont remis leur proposition la semaine dernière et le lauréat sera désigné au mois de septembre. Alors, à votre question, est-ce que je compte impliquer les habitants? La réponse est non. Pas plus que je ne compte impliquer l'opposition, pour une raison très simple, c'est que le Code de la commande publique prévoit que l'attribution se fait par un jury concours composé des membres de la commission d'appel d'offres et d'architectes désignés par l'ordre des architectes. Voilà. Oui, donc là, vous vous en tenez aux règles de loi, c'est exactement ce que je dis. Ça me paraît un minimum intéressant. Non, mais ça me paraît un minimum intéressant. Je suis d'accord pour le minimum, mais ce n'est pas le maximum, monsieur. Écoutez, vous êtes gentil, mais vous n'allez pas me faire violer les règles de la commande publique. Mais personne ne vous dit ça, évidemment. Arrêtez de caricaturer mon propos. Mais
mais je ne caricature pas votre propos, madame. Vous êtes en train de me dire qu'il faut impliquer des tas de gens dans le choix du projet. Non, je vous dis qu'il faut impliquer des tas de gens dans le projet. Évidemment, il y a des phases légales et je suis tout à fait pour le respect des phases légales. Voilà. Monsieur Manon, Béda. d'accord. Oui, parce qu'il y a un peu de condescendance dans la réponse de M. Cavana. Alors, un peu de condescendance, des fois un Il peu se prend avec d'agressivité ses dans élèves. les propos de l'opposition. On va essayer de se respecter si vous voulez. Pas dans les miens, Massy, pas dans les miens. Si, envers moi. Il est méchant avec moi. Ça, c'est vrai. Monsieur Cavana, il ne s'agit pas de ne pas respecter les lois et la confidentialité. Il s'agit en amont, avant le cahier des charges, de consulter les gens pour savoir ce qu'ils veulent. C'est quand même pas difficile. À côté, dans la ville de La Valette, ils font des réunions publiques avant les projets. Et vous dites, ah ben non, il faut respecter les... Non, c'est pas une question de confidentialité, c'est une question de volonté politique. C'est pas pour ça qu'ils écoutent les gens, hein, La Valette. Non. Construisent des trucs. Monsieur Navarre. Oui, c'est vrai que c'est une procédure qui peut intervenir avant celle dont nous débattons. Ça n'a pas été le choix d'associer avant. Effectivement, maintenant que la procédure est lancée, Aléa Jacques Taest, simplement puisqu'on parle de la bibliothèque Marnata, tout à l'heure notre collègue des UBEDA proposait un nom. Alors, nous nous autorisons à nous lancer dans cet échange. Moi, je ne connaissais pas les liens de poète. Général Boulanger. Aragon avec Toulon pour du coup je regardais quelques séjours estivaux. Il y a aussi une personnalité du quartier qui ne porte pas, qui n'a pas donné encore de nom, qui a été la fondatrice de l'établissement Sainte-Clotilde, aujourd'hui qui s'appelle l'Institution Notre-Dame, qui dans ce quartier a été à la promotion d'une œuvre sociale extraordinaire, d'abord liée aux jeunes filles, puis maintenant à une école mixte, donc à la fois pour les filles et les garçons. C'était Sœur Marie de la Croix. Ça peut être aussi une idée, j'allais dire, de proximité, quasi immédiate, même si la voie de chemin de fer séparera ce lieu de culture à ce lieu d'instruction. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi un échange peut-être qu'on peut avoir, et là pour le coup, puisque les phases légales et juridiques ne sont pas lancées, on peut, mes chers collègues, Monsieur Cavana, Madame le maire, associer peut-être ce coup-ci clairement le quartier, alors sous la forme qu'on pourrait imaginer, une réunion de conseil de secteur, et même plus large, une réunion publique, ou peut-être même, Un référendum. par exemple, donnons la voix aux gens, c'est beau quand les gens peuvent s'exprimer, je suis pas sûr que ça plaise toujours. En tout cas, on en reparlera. Mais voilà, ça peut être aussi, dans les choix des noms, une idée, mais puisque mon collègue des UBEDA avait ouvert, n'oserais-je dire le feu, puisque c'est dans le cadre d'apaisement, voilà. Et Louis Aragon, moi j'y suis favorable, c'est lui qui m'a permis d'avoir ma meilleure note au bac, à mon oral de français 18. Mais il va se retourner dans sa sur un poème d'Aragon, ça pourrait avoir un petit aussi, un petit succès. Madame Biscotti, vous n'avez pas un nom? Comment? Pas qu'on y est. Alors, écoutez, j'hésitais, Madame le maire, mais voilà. très simplement. Non, mais moi, je veux dire, mon ADN est la participation citoyenne et de permettre aux gens de participer, d'exprimer leur vision des choses, que les élus puissent leur apporter des réponses, les entendre. Mais je suis parfois un petit peu questionnée par les propos de mes collègues de l'opposition de l'extrême gauche, parce qu'il existe quand même des outils, à savoir des enquêtes publiques sur un certain nombre de projets, et regarder le nombre de participations aux enquêtes publiques. Donc moi je veux bien entendre que les gens ont envie de donner leur avis, mais quand il existe des dispositifs, eh bien là, c'est le vide. Madame Roussel, vous en avez un de nom? Non, simplement, je rejoins ma collègue Madame Muscotti, parce que la dernière enquête d'utilité publique, j'ai été la seule sur Toulon à m'y rendre, donc je le rappelle. Merci beaucoup. C'est Amiral. que sans doute il faut mobiliser d'autres outils, en effet. Amiral. Je voudrais juste revenir sur deux points qui ont été évoqués. La première, dans l'intervention de Mme Brunel au début, qui laissait entendre que Saint-Jean-du-Var c'était un désert culturel. Je rappelle tout de même que la bibliothèque Marnata, ce projet-là, n'est pas une création qui sort de nulle part, mais qui a été destinée à remplacer une bibliothèque existante depuis longtemps, qui est une belle surface, une des plus grandes surfaces. Bien sûr, le bâtiment a vieilli, bien sûr, l'accessibilité n'est pas optimale, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé de projet, on a cherché un autre lieu. Mais jusqu'à l'ouverture de Marnata, la bibliothèque de la Roseraie, qui n'est qu'à
quelques centaines de mètres par hectare, continuera à offrir ses services et elle contribue justement à ce que ce quartier ne soit pas un désert. Le deuxième point, c'est que, je vais faire remarquer dans ce débat lancé par M. de Hubeda sur les noms, c'est qu'à ce jour, aucune des médiathèques de Toulon ne porte de nom. Elles sont toutes repérées par leur quartier. Donc, si on donne un nom à l'une, il faudra peut-être se poser aussi la question pour les autres. Voilà. Et le fait d'avoir un nom de quartier est assez aussi intéressant, parce que dans l'imaginaire, je pense, moi, comme ça, et dans la réflexion des gens, je vais à la bibliothèque de mon quartier, qui est à Promulas, qui est à Saint-Plus, qui est au quartier Chamusset, etc. Voilà, après c'est une réflexion globale, on n'est pas du tout, comme l'a dit Madame le maire, au point de chercher si on donne ou pas un nom à telle ou telle médiathèque. Qui est pour? Ah, attention, M. de Hubeda. Juste une remarque. J'avais demandé il y a quelques années à M. Falco en personne de donner le nom d'un lieu, ou d'un lieu à l'époque, donner le nom d'Aragon. Et je l'ai demandé il y a quelques années. Et il y a 2 ans, j'ai demandé à M. Tanguy, j'attends toujours. Donc à un moment donné, quand même, si on est favorable, il faudrait peut-être passer à l'acte, quoi. Voilà. Qui est pour? C'est comme pour les... Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert? Alors oui, avant la présentation du dossier, donc Madame Pascaline Cerny, Monsieur Moreno, Madame Andon, Madame Turbat, Madame Pem, Madame Lévy, Madame Audibert sortent de la salle du conseil et ne participent pas au vote. Nous vendons un local commercial à la société VAD pour un prix de 21 000 € conformément à l'évaluation des domaines. Ah, alors, Monsieur Navarre, je ne vais pas laisser vous finir. Bon, vous savez ce que j'avais dire. Allez-y, Monsieur Navarre. Je vous remercie. Je remercie les services de la transmission de la fiche évaluation des domaines. On parle d'un local estimé à 30 mètres carrés. Et le mot estimé est important parce que c'est ce que comporte la fiche des domaines. Les domaines, personne ne s'est déplacé pour aller mesurer ce local. Je dis ça puisque c'est donc ce qui est marqué sur la fiche. Je reprends in extenso un local en rez-de-chaussée, avenue de la République, quand même une des zones les plus visibles de notre commune, d'une superficie communiquée de 30 mètres carrés, entre parenthèses, sous toute réserve, surface communiquée. Déjà, les domaines ne se sont pas déplacés. L'estimation, elle est faite à 21 000 € pour un local qui peut-être n'est pas en état. C'est une boutique, je crois, de mémoire, donc en 39 ans, je ne l'ai jamais vue ouverte. Donc effectivement, ça fait 39 ans que cette boutique est fermée. Sur une surface estimée à 30 mètres carrés, 21 000 €. Ça choque personne. 21 000 €, 30 mètres carrés, une boutique en rez-de-chaussée, avenue de la République à Toulon, et surface estimée. Connaissant un peu les lieux, je pense qu'il y a un petit peu plus. Enfin, sincèrement, on va vendre à VAD, dont les comptes ne sont quand même pas en grande difficulté. C'est-à-dire qu'il fait quand même de très jolis sous, qui est une structure qui nous appartient, en partie, puisque nous sommes actionnaires. Mais enfin, quel signal on donne au marché de l'immobilier quand on vend à VAD 21 000 € une boutique en rez-de-chaussée qu'on estime à 30 mètres carrés. Moi, je suis commerçant à Toulon, je trouverais ça particulièrement très injuste. Donc je vous prierai de bien vouloir retirer cette délibération, procéder à une estimation des domaines dans laquelle on vient prendre un mètré de ce local, nous donner des photos de l'intérieur de ce local, nous justifier un prix dérisoire pour ce local avant de délibérer. Enfin, je veux dire, moi je ne suis pas là pour délibérer pour les sous de VAD. Donc très sincèrement, nous présenter une fiche d'évaluation des domaines avec ce que la ville de Toulon a bien voulu communiquer au domaine, ça m'apparaît quand même très léger pour nous autoriser à délibérer aujourd'hui. En tout cas, si vous maintenez cette délibération, nous y serons très fortement hostiles. Je vous remercie. Monsieur de Palais. Madame le maire, mes chers collègues, Toulon, bon acheteur, mauvais vendeur.
Pour ce local situé 27 avenue de la République, il a été acheté en décembre 2006 à la Sentad, je n'ai pas l'historique d'avant, pour 12 300 €. Les frais, le total des charges depuis l'acquisition est estimé à 29 340 €, ce qui fait un total de 41 640 €. Il est vendu 21 000 €, c'est une perte de 20 640 €. La plupart des biens immobiliers qui sont vendus par la mairie, malheureusement, accusent des pertes. Pour rappel, un droit au bail, avenue du 15e corps, perte 125 000 €. Un immeuble 32 rue Nicolas Logier en 2024, perte 160 558 €. Une cave 19 rue Richard Andrieux, 5 632 € de perte. En fonds de commerce Murator, perte 116 910 €. Un droit au bail 12 rue Anatole France, perte 268 000 €. En novembre-décembre 2023, un local Charles-Poussy, détenu depuis 91, 47 544 000 €. Il nous a été dit que la dernière fois, il n'y avait plus de baux ou de fonds de commerce détenus par la mairie de Toulon. Néanmoins, nous aimerions avoir la liste des biens immobiliers encore détenus par la mairie. Je vous remercie. Deux choses, M. Navarane, s'agissant de ce que pourraient ressentir les commerçants toulonnais. Je constate que depuis 2006, que c'est dans le patrimoine de la ville et auparavant, lorsque c'était dans le patrimoine de la Sainte-Anne, personne ne s'est précipité pour acquérir ce local commercial qui, comme vous le dites, est vide depuis 40 ans. Monsieur de Palens, vous avez fait la liste de nos mauvaises ventes ou de nos mauvais achats, comme vous voulez. Rassurez-vous, tout ça s'équilibre parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez oublié le féminin, qui est quand même assez intéressant, puisque échangé pour une valeur de 200 000 € et revendu 1,5 million. Donc vous voyez, c'est largement équilibré. Et on est quand même de très bons vendeurs quand les chiffres sont importants. Qui est pour? Pardonnez-moi, du coup, juste une question. Si ce bien était à vendre, puisque j'entends M. Cavana, mais pour que des gens se signalent pour acheter un bien, autant faut-il d'abord, préalablement, que ce bien soit communiqué comme étant disponible et en vente. Comme vous l'avez dit, il est fermé depuis 40 ans. Alors, Mais j'ai noté que vous aviez visité, malgré la fermeture. À part, je n'ai pas du tout visité à partir de la fermeture. Non, simplement, si vous regardez juste la parcelle qui est communiquée, la parcelle nous donne une surface au sol un peu plus importante. Mais c'est pas grave, hein, c'est purement le cadastre, qui est différent encore des domaines. Mais soit, moi je m'en réfère simplement à ce qui est écrit. Encore une fois, je vois que vous allez maintenir cette délibération, vous connaissez notre hostilité, mais je vais juste répondre. Pour que des gens se positionnent sur l'achat d'un local, autant faut-il préalablement qu'on communique sur le fait que ce local est en vente. Ça a été fait pour d'autres locaux, je sais que ça a été fait pour, à l'époque, Argence Musique. Pour le coup, il y avait une démarche de la ville qui était de conserver ce bien pour y laisser s'installer un commerce spécifique, ce qui a visiblement du succès. Ça n'est pas du tout la démarche pour ce local-là. C'est pas un local qu'on propose, c'est un local qu'on vend sans aucune autre procédure, ce qui est parfaitement légal. AVAD, sans publicité, sans communication, parce qu'il n'y a pas de concurrence à avoir, parce qu'on vend à l'aménageur qui est titulaire du contrat. Mais il n'y a aucune autre publicité. Et si vous voulez retirer cette délibération jusqu'au prochain conseil municipal, faites une communication sur le fait que ce bien est en vente, mettez-le en vente 1 000 € du mètre carré, 31 000 €, vous verrez si des gens se positionnent. Vous savez, si ce bien avait été d'un grand intérêt pour tel ou tel commerçant, on le saurait. Je vais prendre un exemple. Entre 2009 et 2017 a existé une structure que je présidais qui s'appelait le syndicat mixte des ports. Et dans les biens immobiliers que possédait le syndicat mixte des ports, il y avait le 113. Je peux vous affirmer que quasiment toutes les semaines, on téléphonait soit en mairie, soit à TPM, soit au syndicat des ports pour savoir dans quelle mesure et selon quelle modalité ça pouvait être loué, acheté, etc. Donc si c'est vraiment intéressant, les gens font la démarche. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On peut faire un peu.
nos collègues. Propriété foncière, la parole est donnée à Geneviève Lévy. Oui, merci Madame le maire. Mes chers collègues, c'est la modification de la répartition du capital social de la SARL Le Lido de Toulon et attend à numéro 1, la convention d'occupation temporaire de restaurant. Numéro 1, au plein jeu du Bourillon, en fait c'est simplement une rectification. Il y a eu une cession des parts de la SARL Lido entre le détenteur actuel et le nouvel acquéreur. Donc cette modification entraîne évidemment qu'il y ait cet avenant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 2202, oui, c'est l'acceptation de l'offre d'achat de la SCI Biche Maurice pour le local commercial situé 31 rue Victor Michelet au prix de 48 000 €, signature du compromis et de l'acte authentique de cession y afférent. Ce projet de vente est soumis à deux conditions suspensives, l'obtention d'un prêt bancaire et l'obtention des autorisations d'urbanisme. Monsieur de Palès. Oui, nous allons voter pour cette délibération, puisque ce local situé 31 rue Victor Michelet a été acheté en 2006 8 400 € à la SEMTAD, que le total des charges depuis l'acquisition est de 19 230, donc le total de 27 630, et il est vendu 48 000, et donc il y a un gros bénéfice de 20 370 000 €. Nous allons voter pour. Bravo. Ajouter au féminin, finalement, on va être très bon. Alors on va s'intéresser au féminin, je vais demander les infos, ne vous inquiétez pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Turbat. Oui, merci Madame la maire. Il s'agit d'attribuer deux subventions à des associations intervenant dans le cadre des relations internationales pour un montant total de 2 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue avec Mannheim. Mannheim, on a fêté les 65 ans du jumelage Toulon et Mannheim, et pour fêter cet alignement, on a demandé un soutien financier au Fonds citoyen franco-allemand qui nous a été accordé pour un montant de 6 209 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On passe à la police municipale. Monsieur Jérôme. Merci Madame la maire. Il s'agit de remise gracieuse à 3 euros. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. Monsieur Mahali. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit d'attribuer une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2019-2026 concernant les quartiers des Halles et pour un montant de 2 686,11 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. La même chose cette fois-ci pour la campagne obligatoire 2016-2021. Nous sommes place Puget pour un montant de 24 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue. La même chose, et cette fois-ci pour la campagne de ravalement de façade 2020-2022, et comme quoi aucun quartier n'est oublié. Il s'agit du quartier Saint-Jean-de-Bouvard pour un montant de 28 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur de Saint-Sernin, sur la sécurité. Madame la maire, chers collègues, il s'agit de subventions accordées à 3 associations dans le cadre de la sécurité civile. La première étant la protection civile du Var, la deuxième une association qui œuvre dans l'éducation, la prévention à la conduite qui s'appelle 888 Road to 24 heures, c'est ce que je traduis, et la troisième Madine Sisson qui œuvre plus particulièrement sur l'éducation et la prévention de la conduite des 2 roues motorisées. Le montant total de ces subventions s'élève à 9 500 €.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe à la jeunesse, Valérie. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, comme vous le savez, la ville de Toulon propose un large choix d'activités dites de loisirs. Ces activités sont organisées en régie. En revanche, pour la période estivale, afin d'étoffer son catalogue, la ville de Toulon a souhaité lancer un appel à projet au tissu associatif local. 2 associations ont répondu et ont été retenues. Il s'agit de l'ODEL et la FOL. Elle propose 7 séjours pendant la période estivale, ce qui correspond à 40 jours et 34 nuitées. La ville participe entre 60 et 80% au coût du séjour, ce qui est à noter, puisque ça allège le coût et la participation pour les familles. Et le montant de la subvention s'élève à 47 747 €. Monsieur Navarre. Oui, juste un rappel qui a été fait en commission. On est favorable parce que pour le coup l'appel à projet est bien cadré. Simplement, s'agissant de la Fédération des œuvres laïques, vous le savez, c'est ce que je disais en commission, certaines prises de position escalité d'associations sont pour nous gênantes, puisque bénéficiant d'argent public, on leur demande une neutralité plus importante, notamment à l'égard de la formation politique à laquelle nous appartenons. Et donc voilà, ce rappel est pour nous important. Je pense que dans les échanges que la majorité municipale et que l'autorité du coup municipale doit avoir avec cette association, et de leur rappeler un devoir de neutralité, donc qui ne rentre pas là dans le cadre de cet appel à projet. Donc pour nous, il n'appelle pas de problématique particulière. Mais voilà, quand on voit que cette association est qualité d'association, je ne parle pas des gens de l'association, ils sont très libres de leur choix et de leur prise de position, mais quand il s'agit de l'association elle-même, elle se doit un devoir de neutralité absolue à l'égard des formations politiques qui concourent régulièrement, légalement et pacifiquement au scrutin, aux différents scrutins. Donc voilà, c'est un petit rappel et je pense utile qu'on se doive de le leur communiquer, mais nous serons favorables à la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On passe au sport, M. Bonnet. Merci Madame le maire. Donc, cette délibération a pour objet l'attribution de... Attendez. Avant la présentation du dossier, M. Bonnefort, Madame De Palès, Madame Muscotti sortent de la salle du conseil et ne participent pas au vote. Donc elle a pour objet l'attribution de subventions à 12 associations sportives, ainsi que la signature des conventions de subvention avec les associations Métropolis, Rugby Club Toulonnais et de l'avenant pour l'association du Toulon Waterpolo, pour un montant total de 52 700 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et on continue, Madame le maire, chers collègues, avec l'actualisation des tarifs des activités sportives municipales pour la saison à venir, comme chaque année, avec une réduction cette année, toujours avec une politique d'actualisation des prix la plus modérée possible, avec une hausse moyenne de moins de 2% sur les principaux tarifs, étant entendu que malgré cette hausse, les tarifs des activités sportives de la ville de Toulon restent parmi les plus bas nationaux. Je rajoute qu'il y a 5 tarifications qui restent inchangées, notamment tout ce qui est piscine avec les stages en période de vacances scolaires, le jardin aquatique enfant, l'aquasécure enfant, l'aquagym adulte et sur le centre de voile, l'activité handi-voile. Monsieur Navarre, vous voulez faire du sport? Alors j'aimerais bien, je ne vais pas rallonger notre séance, mais je crois qu'après j'ai des obligations. Les employeurs sont rarement sympas avec nous, ils nous obligent à travailler quand même toute la journée. Mes chers collègues, nous nous abstiendrons, on a discuté, c'est vrai qu'on n'est pas à même de pouvoir juger de ce qui était opportun en augmentation ou autre. Simplement, il y a une pratique du sport gratuite, pour le moment, qui est celle de la natation, plage du Mourillon. Et permettez-nous sur cette délibération de remettre le sujet qui pourrait passer pour anodin, mais je crois qu'il n'y a rien d'anodin quand ça touche au quotidien de nos administrés, celui des douches. Puisque, après avoir nagé dans la mer Méditerranée, la douche à l'eau douce permet de reprendre une activité à peu près normale, en tout cas beaucoup plus détendue. Donc par exemple, si on veut aller nager entre midi et 2, sauf qu'on ne peut plus, pour les raisons que nous connaissons, l'arrêté préfectoral, prendre de douche d'eau douce
Plage du Mourillon, alors on peut prévoir son bidon, son jerrycan, son cubi avec son petit robinet pour se doucher. Mais puisqu'on parle de tarifs, est-ce que nous ne pourrions pas contourner, je serai plus brutal, hein, je ferai un beau sourire au préfet en lui disant que son arrêté, voilà, mais si vous ne souhaitez pas être aussi extrémiste, que parfois je pourrais l'être, rarement, peut-être proposer des douches payantes, ce qui ne serait plus contrarié par un arrêté du préfet, ce qui permettait peut-être pour 10 centimes, alors ça demanderait l'adaptation peut-être des douches qui, pour certaines, sont très récentes, mais puisqu'on fait payer certaines activités sportives, on pourrait permettre aux gens de prendre une douche après leur baignade plage du Mourillon, moyennant peut-être une petite piécette de 10 centimes. C'est une idée que je lance, il reste 30 jours avant la période estivale lourde, donc c'est peut-être encore temps de le mettre en œuvre. Je vous remercie de cette délicate attention pour tous ceux qui voudraient aller se baigner entre midi et 2 par exemple, en tout cas qui pourraient prendre une douche d'eau douce après une baignade gratuite dans notre mer Méditerranée. Je vous remercie. Madame Muscotti. Je vous remercie Madame le maire. Alors si Louis Aragon a dû se retourner dans sa tombe tout à l'heure en imaginant que c'est grâce à lui que vous ayez pu obtenir une aussi bonne note au bac, je pense que c'est Danielle Mitterrand aujourd'hui qui doit se poser quelques questions. Elle qui a fait de la ressource en eau un véritable combat toute sa vie. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que ce n'est pas une question de finance, c'est une question de ressources propres. L'eau, il n'est pas question de la faire, c'est pas parce qu'on la fait payer plus cher, Monsieur Navarane, qu'il y en aura plus. C'est l'utilisation, la consommation et la préservation de notre environnement. Alors écoutez, je devais l'annoncer lundi à l'ouverture des plages, mais pour votre information, l'arrêté a été abrogé par le préfet et nous allons donc réouvrir les douches. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Formidable. Néanmoins, pour éviter, pour répondre à Mme Muscotti, le gaspillage, elles ne seront ouvertes que de 8h à 19h le soir. Danielle Mitterrand est rassurée. Ouais. Louis Aragon, c'est pas sûr, hein, mais Danielle Mitterrand, tout va bien. Donc, qui pour Non, ça peut être. Qui s'abstient. La délibération est adoptée. Sur l'accueil et citoyenneté, donc je vais présenter la délibération 2101, convention entre la ville de Toulon et l'association Anti-Bouffe. Tout le monde sait ce que fait l'association Anti-Bouffe, qui finance des fauteuils roulants et accessoires orthopédiques, destinés à favoriser la pratique du sport par les personnes handicapées. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. Et la dernière délibération, c'est donc la cession d'un véhicule. Ce projet de délibération a pour objet de régulariser la vente du véhicule immatriculé AC 854 GT, estimé à 4 400 € et adjugé, vous voyez finalement de bons vendeurs, monsieur de Balès, 5 285,40 net vendeurs. C'est un véhicule, pour information à M. Navarane qui avait souhaité, que l'on a acheté en 2009 et de 16 000 € et qui est donc le montant, et pour information M. de Balin, le montant du frais durant les 15 ans de possession du véhicule est d'environ 9 000 €. Oui. Et nous y sommes favorables, et vous voyez, quand il y a une saine mise en concurrence assez ouverte, on est capable d'être de bons vendeurs. Donc, à bon entendeur. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour la bonne tenue de ce conseil municipal et je vous souhaite un bon week-end.